Je déclare mon meublé, spécialiste de la fiscalité et de l'accompagnement des loueurs en meublé, vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Location, notre podcast destiné au partage d'expériences entre les loueurs en meublé. Dans chaque épisode, nos invités viennent vous parler de leur expérience, vous donner leurs meilleurs conseils, mais aussi vous partager leurs succès et parfois leurs déconvenus, pour que l'activité de location meublée n'ait plus aucun secret pour vous. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Location, le podcast dans lequel je reçois régulièrement des loueurs en meublé pour qu'ils nous partagent leur expérience. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir José. José, pour vous présenter rapidement, vous êtes une cliente de JD2M, mais aussi et surtout, vous pratiquez une activité de location de courte durée depuis quelques années. Et donc, vous venez aujourd'hui justement pour nous parler de cette expérience, puisque nous sommes maintenant en octobre. Donc, on peut dire, je pense que la haute saison d'été est terminé, justement, ça nous a semblé être un bon moment pour se lancer dans une petite expérience, celle de faire le débriefing d'une saison de location saisonnière, savoir un petit peu comment ça se passe, comment ça se prépare, comment ça se gère sur le moment, et puis qu'est-ce qu'on peut aussi faire une fois cette saison terminée. José, donc merci de nous avoir rejoints. Je peux peut-être laisser commencer par vous présenter à nos auditeurs. Eh bien, bonjour à tous. Oui, je m'appelle José. Je suis donc gérante de 3 logements pour l'instant en location courte durée. Donc, un studio qui est attenant à notre maison. On a mis notre maison secondaire aussi en location courte durée. Et dernièrement, on a fait l'achat d'une maison vraiment uniquement pour la courte durée. Comment on est venu à faire de la location? Ça a germé en fait en 2020, pendant le confinement. On a eu du temps pour se poser, un peu comme tout le monde, je pense, et de réfléchir un petit peu à la suite. Et ça nous a permis aussi de faire des travaux pour le studio qui était attenant à notre maison. Ça a commencé comme ça, en fait, avec le studio, puisqu'il était proche de nous. Alors, pourquoi est-ce qu'on a voulu se lancer dans la location saisonnière? Alors, je pense que dans un premier temps, ça a été prendre le contre-pied du confinement. On était seuls et on avait besoin de voir du monde, de retrouver un petit peu la communication et puis accueillir les locataires, s'enrichir vraiment de ces rencontres qu'on pouvait avoir. C'était aussi une autre façon de prendre soin des autres autrement. Et alors après, voilà, on fait des rencontres, on a des commentaires, on se nourrit de tout ça. Et puis, on avait aussi envie de faire découvrir notre ville, notre environnement. On habite proche du Puy du Fou. Donc, voilà, on est à 5-10 minutes du Puy du Fou. Donc, c'est aussi attractif pour les touristes. Et au-delà de ça, il y a plein de choses à voir et on ne voulait pas que les gens viennent uniquement non plus pour le Puy du Fou. Donc, c'est pour ça qu'on aime rencontrer les gens et discuter avec eux de tout ce qui peut être possible en plus du Puy du Fou. Ça a été aussi pour avoir un complément de revenus, il ne faut pas se le cacher, pour diminuer notre temps de travail. Mais ça a été le point de départ et vraiment, on a découvert vraiment autre chose avec la location. C'est vrai, alors à vous entendre, c'est quelque chose qui revient, notamment le côté un petit peu aventure humaine, rencontre, c'est souvent quand même quelque chose qui revient, surtout quand on parle de location de courte durée, parce que justement, c'est quelque chose qui permet de croiser quand même d'assez nombreux locataires, même sur des temps courts. Et justement, on parle de croiser des locataires quand on fait de la courte durée, et c'est certainement l'une des étapes clés finalement quand on va faire de la location saisonnière, c'est de les trouver, ces fameux locataires. Et trouver des locataires, ça veut dire comment on rend un bien disponible, comment on gère un calendrier de réservation, et surtout, je suppose, encore plus en période estivale, dans la haute saison. Et ce qui m'amène finalement à ma première question, enfin une question assez large, c'est comment on fait pour préparer une saison de location saisonnière? Ça veut dire par exemple, quel est le moyen que vous utilisez ou que vous préférez mettre en œuvre, maintenant que vous exercez cette activité depuis quelques années, pour ne serait-ce qu'informer les locataires sur votre bien? Finalement, est-ce que vous utilisez une plateforme? Est-ce que vous passez par une agence? Comment ça se passe du point de vue de l'organisation des réservations? Et aussi peut-être combien de temps à l'avance? Alors, on passe, oui, par des plateformes ou par des sites. Alors, notre choix, c'était de ne pas prendre de conciergerie parce qu'on veut gérer, on veut maîtriser quand même les locations.
et on a dédié du temps pour ça. Donc, on ne prend pas de conciergerie, donc pas d'agence. Par contre, on est sur des plateformes comme Airbnb et Booking. Ça a été vraiment les 2 premières plateformes sur lesquelles on s'est mis. Et puis, progressivement, on a été sur des plateformes sans commission pour être en direct avec les locataires, type Cybevasion, Gîte.fr, tout simplement parce qu'on a plus de contacts avec les locataires qui réservent en direct. On a beaucoup plus d'échanges. Ce n'est pas des réservations qui sont forcément automatiques, spontanées, mais voilà, il y a quelque chose qui se crée avant qu'ils arrivent en fait dans le logement. Et ça, moi, je trouve ça quelque chose d'assez intéressant. Alors, ça demande plus de temps, je suis d'accord, parce qu'il y a des mails, il y a des coups de téléphone. Des fois, il faut renvoyer, relancer en disant, ben voilà, vous aviez posé des questions. Est-ce que vous êtes intéressé par la location? Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez besoin de plus d'informations complémentaires? Et je pense que ce n'est pas non plus la même clientèle. Donc, c'est un bon moyen, en fait. C'est complémentaire, en fait, les deux. Donc, on a à la fois des réservations qui sont automatiques et on a des réservations, donc, en direct. Et je parlais tout à l'heure de ce contact qui nous intéressait. On s'est mis dernièrement sur une autre plateforme, peut-être que tout le monde ne connaît pas, c'est Home Exchange, donc où on fait des échanges de maisons. Il n'y a pas de moyens financiers, en fait. Donc voilà, on est vraiment là que sur des rencontres. Et on maille ça aussi. Donc voilà, on a un panel assez large en fait sur les locataires ou sur des invités, parce que Home Exchange, on est sur des invités. Alors c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours. On dit souvent quand on pratique la location de courte durée, on peut bien à la fois recevoir des locataires, à la fois profiter de son bien soi-même, et on peut aussi finalement faire un petit peu l'entre-deux, à savoir recevoir des invités dans sa location saisonnière. Pour aller ailleurs, c'est vrai que j'avais pas pensé là à vous écouter, que c'était une possibilité, mais c'est vrai que ça doit permettre effectivement de rencontrer des gens dans d'autres cadres. Mais justement, c'est très intéressant puisque vous parliez des différentes plateformes, du fait qu'elles fonctionnaient un petit peu différemment, qu'elles demandaient un peu plus de temps, pour certaines notamment, avec des réservations qui pouvaient prendre un peu plus de temps, plus d'échanges. Et c'est justement forcément une question qu'on se pose en location saisonnière, surtout quand il y a beaucoup de réservations en plein été. Comment on fait pour que tout cela, pour que tout ce calendrier de réservation ce soit fluide? Comment on fait pour ne pas s'y perdre? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques? Est-ce que vous en avez mis en place? Parce que c'est finalement la grande question qu'on se pose quand on a un bien en location sur plusieurs plateformes. Comment est-ce que, à un moment, tout cela ne finit pas par se télescoper? Alors, c'est sûr qu'il ne faut surtout pas que ça se télescope. Donc déjà, il faut avoir un smartphone, pas accroché à la main, mais c'est vrai qu'il faut répondre rapidement. Il faut surtout, alors nous, c'est ce qu'on a mis en place dès le début, c'est un channel manager. Parce que c'est un outil qui nous permet à la fois de renvoyer sur toutes les plateformes quel tarif on met, ce qui est libre, ce qui est indisponible. Donc, ça marche dans les deux sens et ça permet surtout ne pas avoir de surbooking. Et c'est là où, parce que ça, c'est stressant. Donc, effectivement, on peut l'avoir un peu plus avec les réservations en direct parce que le temps qu'on bloque sur le channel manager, on se dit toujours, là, pourvu qu'on n'ait pas une réservation en même temps sur Airbnb ou Booking, parce que là, du coup, ils seront priorité. Donc, il faut être vigilant et être réactif pour bloquer tout de suite sur le channel manager. Ah d'accord, donc on peut utiliser, ça c'est très intéressant, on peut donc utiliser un outil finalement qui va vous faciliter, enfin finalement faire transmettre l'information que le bien a été réservé sur différentes plateformes, ce qui vous évite finalement de devoir le remplir manuellement. Voilà. Et l'intérêt aussi d'avoir un channel manager pour gagner du temps, parce que c'est pas élastique le temps, on peut envoyer tous les mails automatiques. C'est-à-dire que dès que c'est rentré sur le channel manager, les gens reçoivent tout de suite un mail comme quoi la réservation est active. Ils ont un mail quelques jours avant pour le règlement intérieur, pour le code pour les boîtiers à clés. Ils ont un mail en fin de séjour pour leur dire, bon ben voilà, quand vous partez, voilà ce qu'il y a à faire par rapport au linge, par rapport à un tas de choses, et qu'ils aient toujours nos numéros de téléphone aussi au cas où. Et là, on va en mettre un supplémentaire pour justement essayer de les fidéliser après le séjour, quelques temps après, pour peut-être une enquête de satisfaction, savoir
ce qu'ils auraient aimé avoir de plus et les amener à venir s'inscrire sur notre compte Instagram. D'accord, alors effectivement, et alors, par curiosité, enfin, est-ce que ça, le channel manager, c'est quelque chose que vous avez fait dès le début, ou est-ce qu'il vous a quand même fallu un an ou deux avant de vous rendre compte de son utilité, ou comment vous en êtes venu à utiliser cet outil? Alors, nous, on s'est lancé dans cette location, ce que je disais pendant le confinement. Pour moi, il était hors de question, en fait, de se lancer comme ça, tête baissée, dans quelque chose que je ne maîtrisais pas. Donc, en fait, j'ai fait des formations sur le LMNP, savoir aussi, surtout, et ça, c'est quelque chose auquel on tient, de bien connaître, en fait, la législation et de rester dans le cadre. Ne pas faire des choses, en fait, qui sont à l'encontre en fait de ce que prône la législation. Et ça, c'était important pour nous. Donc d'emblée, quand on a fait cette formation-là, ils nous ont dit si vous êtes sur différentes plateformes, il faut avoir un channel manager pour éviter le surbooking. Et on le voit bien parce que des fois, il y a des périodes où ça va très très vite et on pourrait avoir du surbooking sur plusieurs réservations. Et là, le temps qu'on passe à gérer ça, et en plus, ça nous donne des mauvais commentaires. Donc voilà, on essaye de gérer au mieux avec ce channel manager. Hein, et quelque part, la mise en main n'était pas si compliquée que ça. Ça m'a beaucoup stressée au départ parce que tout était en anglais et que je n'ai pas du tout un niveau d'anglais suffisant. Mais maintenant, il est passé en français et on a été pas mal formés sur ce logiciel-là. D'accord. Et simplement pour nous donner une idée, quand vous dites que ça peut aller très vite, est-ce que vous avez un ordre à nous donner? Ça veut dire que vous pouvez très bien réserver un mois entier en quelques jours, voire en quelques heures, c'est de cet ordre-là? Alors oui, parce que on a plusieurs types de locataires et on a des locataires qui, parfois sur Airbnb, on a des salariés. Nous, on est sur une zone tendue. Donc, on a le Puy du Fou. Donc, vous voyez bien que l'été, je ne sais plus combien de... C'est énorme, en fait, le nombre de personnes que ça draine. Mais on a aussi beaucoup d'entreprises. On a un bassin qui fonctionne très bien. Donc, avec des salariés qui viennent de d'autres régions ou même d'autres pays, parce que nous, on est beaucoup sur d'autres pays quand on a loué. Et là, tout d'un coup, cette année, on a eu le mois de juin qui a été pris le mois entier pour 4 salariés. Donc voilà, ça a été bloqué sur Airbnb alors qu'on était dans la saison haute. Donc ils ont pris le prix avec saison haute. Voilà, ça n'a pas changé. Donc pour nous, c'est quand même un gain intéressant parce que j'ai pas de mouvement, j'ai pas de prestataire ménage à gérer. Donc voilà, ça peut arriver comme ça. Et septembre et octobre, ça a été pareil. Des salariés qui ont pris pour 2 mois. Donc, des salariés qui sont espagnols, on a eu des Afghans, on a eu des salariés polonais. Donc, il faut quand même parler un petit peu anglais. Là, j'envoie mon mari en première ligne parce que moi, je ne gère pas. Mais voilà, ça peut être ça aussi. D'accord. Donc effectivement, parfois, ça peut aller assez vite. Alors parfois, effectivement, ça peut être une bonne surprise, comme vous le dites, ce mois de juin qui finalement, vous étiez plus tranquille que vous ne l'auriez certainement été s'il avait fallu enchaîner les réservations. Et c'est justement, ça fait lien avec l'autre question que je voulais vous poser. On a parlé de planning, on a parlé de manager un planning. Forcément, il y a quand même quelque chose qui doit faire un petit peu peur en location de courte durée, c'est aussi ce côté annulation de dernière minute. Quelqu'un a réservé, puis finalement c'est annulé un petit peu de temps avant, c'est un peu dommage, est-ce qu'on va retrouver quelqu'un? Est-ce qu'il y a des bonnes manières, déjà, est-ce que vous avez peut-être rencontré la situation? Et si c'est le cas, est-ce que de cette expérience est née une bonne pratique ou quelque chose qui vous permette d'éviter de vous retrouver dans cette situation? Ou qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour éviter ça? Ou si on se retrouve dans une situation d'annulation, comment on peut essayer de gérer cela pour éviter un impact trop important sur l'activité? Alors, c'est vrai qu'on s'est beaucoup posé cette question-là parce que les algorithmes des plateformes Airbnb et Booking, quand on met des réservations strictes, c'est-à-dire que voilà, une fois que je crois que c'est jusqu'à 15 jours, on peut. Non, nous, on peut. Je ne sais même plus les paramétrages. Je crois qu'au-delà de 2 mois, on peut plus annuler. Et voilà, un algorithme qui nous amène à être peut-être moins visible. Mais par contre, voilà, là aussi,
c'est la discussion, c'est les échanges qu'on peut avoir avec les locataires. Je sais qu'il y a des locataires qui m'ont appelé parce que le mari a été hospitalisé, parce que voilà, ça c'est des choses à prendre en compte et on a la main mise là-dessus. C'est-à-dire que si on veut rembourser intégralement quand même le locataire, on le fait et je l'ai fait. Après, si c'est des changements où on ne sait pas trop en fait pourquoi, bon, ben là après ça leur appartient, mais pour des choses particulières et entre autres pour la santé, nous effectivement on rembourse. D'accord. Donc finalement, si je devais résumer, l'idée peut-être, vous en tout cas, ce qui vous paraît la meilleure méthode, ce serait d'être sur le papier plutôt strict quant à l'annulation, Ouais. mais de en fait se laisser la possibilité en direct, en discutant, de finalement laisser bien aux gens l'opportunité d'annuler, même s'ils sont hors délai. Mais il vaut mieux avoir des délais plutôt longs, plutôt qu'on l'air peut-être un petit peu plus engageant, tout en étant plus voilà, plus apte à discuter si besoin. Oui, parce que alors après les saisons ne se suivent et se ressemblent pas. Voilà. Des fois, on a des locations très en avance, d'autres pas. Et on sait que, effectivement, avec ces annulations où nous, on a des réservations strictes, nous rendent sûrement moins visibles. C'est pour ça aussi qu'on a beaucoup travaillé sur la visibilité cette année. On s'est dit, voilà, il faut y aller. Donc, la visibilité, comment on peut l'avoir? C'est avoir un site internet qui soit attractif, qui soit beau, qui nous ressemble. Et ça a été aussi important. Donc, on n'a pas pris un site clé en main, comme on peut voir. On a vraiment travaillé avec une web designer qui nous comprenait et quelqu'un qui fait du copywriting. Alors, elle se nomme acribologue. Ça nous a fait voilà, le contact a été aussi par rapport à ça, parce qu'on trouvait le terme sympathique et on a rencontré cette jeune femme et ça nous correspondait vraiment. Alors, acribologue, c'est une personne qui a vraiment l'art de choisir les mots. Et elle ne fait un site que si elle rencontre les gens, connaître les gens pour mettre des mots qui nous ressemblent. Alors, nous, on ne voulait pas quelque chose de standard, on voulait avoir de l'humour, on voulait ce qui nous correspondait. Donc, vraiment, on a été là-dessus. Et elle travaille aussi sur le référencement. C'est-à-dire que nous, quand on tapait sur la barre Google, hébergement Puy du Fou, 4 chambres, 8 personnes, on ne ressortait jamais. C'est embêtant quoi, pour les réservations. On sait qu'il n'y a pas beaucoup d'hébergements avec 4 chambres. Il y a des hébergements avec 8 personnes, mais sur 2 chambres, c'est-à-dire avec 4 personnes par chambre. On n'est pas dans le même contexte. Donc, il faut qu'on ressorte. Donc, elle a travaillé aussi sur ce référencement-là. Et on va faire le point dans 3 mois. Il est sorti, le site, il est tout nouveau, il est sorti en septembre. Ça veut dire qu'il est sorti après la saison. Donc là, on va retravailler et on est maintenant aussi sur Instagram pour pouvoir attirer, faire des posts pour savoir comment on prépare la saison, qu'est-ce qui peut les attendre. Là, c'est encore un autre volet pour nous cette année. De se mettre à la fois sur le site et se mettre sur Instagram. C'est pas inné, Instagram, il faut y aller, il faut faire les choses bien. On a été aussi coaché un petit peu sur comment on peut avoir un feed qui soit toujours pareil, qui soit beau, qui soit esthétique, qui corresponde au fait à notre hébergement, parce que ça renvoie à quelque chose, des mots comme sérénité, comme confort, comme esthétisme. Donc, si on a un Instagram qui ne correspond pas à ça, on est en décalage. C'est très intéressant parce que vous parlez de site internet, vous dites que il faut que ça vous corresponde, qu'il y ait de l'humour, Instagram, tout ça, c'est beaucoup finalement de présentation. C'est autant une présentation d'ailleurs de vous que de l'activité. Et ça nous fait une transition parfaite puisque jusqu'à présent, on a un petit peu plutôt parlé de réservation, de fluidité de l'activité, comment ça se passe avec les annulations. Mais on va y venir peut-être au cœur finalement de la saison, parce que c'est le moment où on accueille les locataires.
Et là, on peut se demander justement, je pense que disons que l'impression, le ton que vous voulez donner aussi à votre location, eh bien, va jouer là-dessus. Est-ce que vous avez des pratiques particulières quand vous accueillez vos locataires ou des choses que vous mettez dans le bien ou avec lesquelles vous communiquez qui font que justement ça vous permet un peu de mettre votre patte sur cette activité de location tout en plus vous faisant plaisir à vos locataires ou tout simplement en permettant de mettre en place quelques petites règles pratiques parce qu'on sait que généralement le moment des règles à respecter, c'est peut-être pas nécessairement le plus agréable quand on est locataire ou quand on reçoit ce petit passage, il y a toujours des petites règles à respecter dans la maison. Est-ce qu'il y a là-dessus des bonnes pratiques pour bien les faire passer ou pour les faire passer au mieux? Alors, on n'a pas trop de retours négatifs sur le règlement intérieur parce qu'on n'est pas non plus hyper strict. Alors, à part, voilà, les soirées et là où on doit se garer, c'est vraiment les deux choses qui nous semblent, nous, super importantes. On s'est posé des questions sur est-ce qu'on met des petits cadeaux, est-ce que des choses estampillées avec marqué dessus le logis de la forge, comme des petits savons, On se pose des questions par rapport à ça. Est-ce qu'on se lance? En tout cas, si on se lance, ça sera forcément avec une entreprise du coin. On veut rester local, ça c'est sûr. On a du mal à identifier en fait la plus-value que ça amènerait. Alors, il y a un coût forcément de tous ces petits cadeaux qu'on pourrait faire. Est-ce que pour autant on aurait une plus-value? Et je pense que c'est là-dessus, tout à l'heure je vous disais, on veut faire un mail a posteriori de la réservation pour savoir qu'est-ce qui leur manquait, qu'est-ce qu'ils auraient besoin de plus. Et peut-être qu'on pourrait mettre un questionnaire sur est-ce que vous auriez aimé avoir et lister certaines choses. Là-dessus, on est encore en réflexion, hein. On n'a pas statué. Maintenant, voilà, peut-être que c'est intéressant. Et effectivement, certainement, et de toute façon, ça vaut le coup de se poser la question, c'est certain. Vous parliez justement du fait que vous étiez assez fluide, à part justement, notamment quand même les soirées et puis l'endroit où se garer. Ça, je suppose que, forcément, ça dépend aussi du voisinage. Mais du coup, cela m'amène à une question. Si en cours de séjour, le locataire, alors ou bien a un problème, ou bien vous voulez lui rappeler quelque chose, est-ce que là-dessus, vous avez des bons conseils sur quelle est la meilleure manière de mettre en place une communication fluide, cette fois-ci pendant le séjour, pendant que le locataire est sur les lieux? Comment on fait pour s'assurer que lui puisse vous joindre facilement en cas de besoin, que vous puissiez faire de même? Quelle est la meilleure manière de procéder? Alors, on a toujours en fait, ou par les plateformes, ou en direct, on a les téléphones, les portables des locataires. Et eux, quand ils reçoivent notre mail automatique là, avec le guide d'entrée, il y a toute une diapo avec nos deux portables. Donc, s'ils ne peuvent pas joindre l'un, ils pourront joindre l'autre. Donc, déjà, ça, c'est super important. C'est surtout s'ils veulent nous contacter. Après, nous, on a besoin aussi de les contacter à des moments donnés parce qu'il peut y avoir des débordements, même si on met tout en place, même si on discute avec eux. Et on a été interpellés par les voisins qui nous ont appelés en disant, voilà, il y a des débordements, il faut que vous fassiez quelque chose. Donc ça fait partie du jeu. On ne peut pas dire que si on veut faire de la location courte durée, c'est jamais linéaire, ni dans les réservations, ni dans le type de locataire. Alors, on a moins de débordements quand on est en direct, parce que comme on a eu les gens, on les cerne un peu mieux. Après, par les plateformes, voilà, ça peut arriver. Alors, on entend beaucoup dire, les locataires salariés, il y a plus de débordements. Moi, concrètement, j'ai pas plus de débordements avec les salariés qu'avec des gens qui sont là pour le tourisme. Mais ça arrive. Et effectivement, on a été interpellés par les voisins parce que ils se garaient là où il fallait pas. C'était une gêne pour les voisins. Donc voilà, c'est aussi intéressant de travailler avec le voisinage. Je pense qu'on ne peut pas cacher aux voisins qu'on fait de la location courte durée. On sait qu'on en parle beaucoup en ce moment dans les médias. Ça n'a pas bonne presse. Euh, les gens pourraient contrer en fait l'activité. Plus on va travailler avec les voisins, et mieux c'est. D'abord parce qu'ils nous interpellent s'il y a des débordements. Je pense que c'est aussi une affaire de quartier et qu'il
je sais qu'il y a des moments, il y a des voisins qui nous ont dit telle et telle chose nous gêne. Donc, on a mis ça dans le règlement intérieur et on prévient vraiment les locataires en disant ça, c'est pas possible. Ah, effectivement, bah, d'ailleurs, vous m'avez ôté les mots de la bouche, enfin, puisque justement, j'allais vous poser la question de la relation avec le voisinage, de savoir finalement comment ça se passe, et vous y avez déjà répondu. Le mieux, l'idéal, c'est quand même eh bien, de faire de ses voisins ses amis, voire même ses alliés finalement, quand on fait de la location saisonnière, parce que ils peuvent vous aider, ils peuvent vous faire remonter certaines informations. Et justement, et puis ça vaut quoi qu'il arrive le coup, eh bien justement d'avoir une bonne relation avec eux, parce que quoi qu'il arrive, je pense que de toute façon une activité de location saisonnière, on peut pas la cacher indéfiniment, ça finit par se voir. Non, puis quel est l'intérêt? Je pense qu'il faut être authentique dans les relations, que ce soit avec les locataires ou avec le voisinage. Et ça, je pense que c'est une force. Le fait de cacher les choses, à mon avis, à un moment donné, le boomerang y revient. Ça, c'est très fortement probable. Et justement, cela dit, avec cette question des voisins, juste avant, vous mentionniez aussi le fait de justement avoir un peu ce double, cette double disponibilité avec votre mari. S'il y en a un qui n'est pas disponible, l'autre l'est. Et du coup, m'amène eh bien, à la question de savoir, est-ce que vous avez déjà vraiment essayé de gérer vraiment à distance votre location saisonnière? Vous est-il déjà, par exemple, arrivé de partir en voyage, donc de ne pas être vraiment quand même capable, en mesure d'être sur place? Pendant une location où vous, de votre côté, vous préférez quand même pouvoir toujours, d'une manière ou d'une autre, être capable de rallier les lieux en un temps raisonnable. Alors, on s'empêche surtout pas de vivre. L'objectif, c'était pas de nous mettre des contraintes supplémentaires. Donc oui, on part et on part régulièrement en voyage, en France et à l'étranger. Et malgré tout, on arrive à gérer nos locations. Donc, ça se fait beaucoup par téléphone. Et puis, bah, effectivement, on a des personnes ressources au cas où il y ait vraiment un problème. On a aussi des artisans avec qui on a travaillé parce que, alors ce que je vous disais tout à l'heure, on a notre maison secondaire et on a un studio, mais la maison qu'on a achetée exclusivement en fait pour les locations, on a fait des travaux dedans d'amélioration. Les artisans connaissent bien cette location et s'il y a un problème, ils peuvent intervenir très rapidement. On a eu par exemple, je pense que c'était une location, oui, de salariés, où tout d'un coup, il n'y avait plus rien au niveau des égouts, plus rien, plus d'eau qui s'évacuait. Donc, en pleine location. Donc, comment faire? Ben, effectivement, on a appelé l'artisan et il est venu dans quelques heures après. Donc, il connaissait bien la maison, on était clients et ça, c'est un incontournable. Il faut avoir au moins un électricien. Bon, alors, mon mari est électricien, donc ça aide quand même sur les travaux. Euh, et puis, quelqu'un, oui, tout ce qui est plombier. La plomberie, c'est un incontournable parce qu'on ne peut pas laisser des gens quand il n'y a plus du tout d'évacuation, c'est pas possible. Effectivement. Alors, du coup, c'est très intéressant parce que un certain nombre de loueurs qui se lancent dans l'activité ou qui débutent, le retour qu'ils peuvent faire parfois, c'est quand même du fait de ne pas oser s'éloigner beaucoup. De leur activité de location au cas où il y a un problème. Mais justement, en réalité, ce qu'il faut pour bien la vivre, c'est d'être capable de s'en éloigner, à condition peut-être justement d'avoir les bonnes personnes sur qui compter. Vous parliez d'artisans, vous avez parlé aussi de personnes relais tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Est-ce que par exemple, vous avez, que ce soit un voisin, un ami, une personne de la famille sur qui compter, que vous aimez quand même savoir pas très loin quand vous, justement, vous allez peut-être à l'étranger, ou finalement vous arrivez à faire sans et avec simplement les bons artisans, ça roule. Alors, on n'a pas eu trop de problèmes, et je croise les doigts, hein, en termes de travaux, de problèmes de ce type-là. Maintenant, nous, on a deux logements qui sont à Mortagne-sur-Sèvre, donc alors j'ai pas de conciergerie, mais j'ai un prestataire ménage, donc qui vient régulièrement dans ces deux logements, qui a le code pour les clés, qui rentre comme il veut en fait dans ces logements. Donc, s'il y a quoi que ce soit, c'est aussi une ressource. Je peux l'appeler en disant, il faut y aller parce qu'il y a telle et telle chose. Et on en a un autre au Sable d'Olonne, donc on est loin, on est à 1 heure de route, donc on ne peut pas non plus gérer dans la minute. Et on a pris un prestataire, il y a la prestation ménage et il y a la prestation petits travaux. Donc là aussi, s'il y a un problème de plomberie, de menuiserie, de choses qui se cassent, là aussi, on peut faire appel à eux très facilement. Bon, à part le dimanche, mais
Donc voilà, c'est aussi sécurisant. Et puis on a ou des amis ou effectivement un membre de la famille qui peut gérer ça. D'accord. Eh ben, justement, on parle donc on parlait de gérer des petits tracas, des problèmes qui peuvent être liés à l'occupation de la maison, un petit peu de casse, et justement, finalement, alors, ce ne sera pas forcément issu d'un éventuel dégât, mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé, ou tout simplement, même si ça ne vous est pas déjà arrivé, est-ce que vous avez déjà prévu ou réfléchi à la meilleure manière de prévenir ou même de gérer, parce que ça c'est une grande question qu'on pose aussi, un litige en location saisonnière. Ça veut dire finalement si vous avez un litige eh bien avec vos locataires, alors que ce soit sur l'arrivée, le départ, l'annulation, des choses qui auraient pu être endommagées, qui n'auraient pu pas bien fonctionner. Est-ce que vous avez, avec votre expérience, fini par développer eh bien, une sorte de script, de bonne méthode, ou simplement quels seraient les bons conseils que vous donneriez à quelqu'un qui aurait peur d'un moment comme ça, un moment qui, je suppose, même si on ne le souhaite pas, arrive toujours à un moment ou à un autre quand on pratique l'activité pendant un certain temps. Et donc voilà, c'est un peu le sens de ma question, c'est quelles sont les bonnes pratiques à avoir? Avez-vous des bons conseils à donner eh bien, aux gens qui pratiquent la location de courte durée pour bien gérer un litige, quel qu'il soit d'ailleurs? Alors, on en a eu des litiges. Effectivement, c'est toujours ce qu'on redoute, hein. On fait pas de la location courte durée pour rentrer dans les conflits, c'est pas du tout le but. Mais ça arrive. Voilà. Donc, on a eu à gérer un conflit entre nos locataires et le voisinage, avec le voisin le plus proche, alors, qui est pas pro euh, location courte durée déjà dans un premier temps, mais il a retrouvé les locataires en train de prendre une bière sur leur terrasse. Donc vous imaginez bien en fait la On peut le comprendre. difficulté et on a été appelé très très vite. Ça, c'est pas le genre de truc qu'on met dans un règlement intérieur parce que je ne m'imaginais même pas que c'était possible. Bah, c'est vrai qu'on se dit que aller prendre l'apéritif sur la terrasse du voisin alors qu'on en a une soi-même, c'est peut-être Alors c'est peut-être un peu justement, surprenant. le logement n'a pas d'extérieur, donc ils ont trouvé ça très cool d'aller chez les voisins. Mais là, voilà, donc ça effectivement, on a géré ça et on a géré. Il y avait beaucoup de stress d'un côté, de l'autre. Alors pas de l'agressivité, mais c'est monté relativement rapidement quand même au niveau des paroles. Donc il faut rester vraiment zen. Je pense que plus on est zen et plus on fait baisser la tension, parce que si on monte, eh ben ça ne fait qu'empirer. C'est facile à dire, hein, ça je l'entends, parce qu'il y a des fois c'est compliqué, mais en fait on a géré comme ça. Et plus en fait on a un ton qui est calme et sans rentrer dans leur agressivité, et plus on arrive à baisser les choses. Et on a géré un autre problème où effectivement là on a retrouvé la maison mais dans un état bah, un tsunami avec 1 mètre de vaisselle dans l'évier, avec du vin qui dégoulinait partout sur les portes de la cuisine, le canapé qui avait 6 mois qui était cassé. Donc là, c'était une réservation par Airbnb et avec des photos, avec coup de téléphone, on a été en fait remboursé dans les 10 jours. Donc vraiment, ça s'est super bien passé. Donc ça, il y a quand même un service pour Airbnb. Alors, ça nous est arrivé qu'une fois, mais en tout cas, nous, on a été satisfaits en fait, de leur retour. D'accord. Donc finalement, que ce soit en direct face aux gens déjà, bon, un conseil qui vaut certainement bien au-delà des frontières de la location de courte durée, mais forcément, c'est euh, bien de garder son calme. Effectivement, ça sert pas à grand-chose si on a des locataires pas très peu polis. Et puis évidemment de se tourner notamment vers les plateformes qui, du coup, bah, vous nous le confirmez, voilà, sont censées avoir prévu de toute façon des fonds pour compenser d'éventuels dommages qui seraient causés par les locataires, même si forcément ça reste une très très mauvaise surprise en pleine saison en plus, je suppose. Ah bah toujours, c'est toujours où il faut pas que ça arrive ou ça arrive. Bon, voilà, c'est tombé comme ça. Il y a un autre cas de litige où là, par contre, on peut l'anticiper, le prévenir. C'est-à-dire quand des fois, on pourrait mettre dans les annonces quelque chose de plus merveilleux qu'il y a sur le terrain.
Et donc, du coup, ça crée une frustration et ils sont dépités, en fait, les locataires quand ils arrivent. Et ça, c'est pas bon. Je pense qu'il faut être vraiment authentique dans les annonces pour qu'il n'ait pas de surprise, en fait, désagréable les locataires quand ils arrivent. C'est-à-dire que nous, on a 4 chambres, mais on a 2 chambres qui sont en enfilade, ce qui n'est pas la même chose, hein. Donc, quand on veut une intimité, alors il y a les portes qui se ferment, c'est pas le problème, mais ça reste en enfilade. Et ça, on l'a marqué sur le site. Il n'est pas question, en fait, pour nous qu'ils le découvrent à l'arrivée parce que d'emblée, ils vont être déçus. Et un locataire qui est déçu, eh ben, ne revient pas et on ne peut pas le fidéliser. Je pense qu'il faut être quand même assez honnête et authentique quand on fait de la location courte durée. Ah bah alors ça très très certainement, je pense que beaucoup ne pourront qu'aller dans votre sens. Et justement peut-être, parce que ça c'est un conseil éminemment précieux, c'est quelque chose auquel peut-être qu'on ne penserait même pas naturellement quand on prend les photos du logement, de se dire, parce qu'un logement on le connaît, donc quand on va le présenter en photo, on va avoir l'impression que c'est évident, que ça se voit que par exemple 2 chambres sont en enfilade, alors que pour un locataire pas Non, nécessairement. non. Et justement, et ça, c'est un conseil qu'on ne peut donner qu'avec de l'expérience. Et c'est pour ça que maintenant, j'ai envie un peu d'ouvrir, de vous poser une question vraiment très ouverte. C'est, selon vous, au-delà même tout simplement de la location, quand on pratique une activité de location de courte durée, quel conseil vous donneriez ou vous, qu'est-ce que vous faites pour finalement un peu réussir à supporter tout ça, que ce soit être bien préparé, parce que je suppose que s'il y a quand même un petit peu de stress, hein, ne serait-ce que s'il y a un litige qui arrive en cours de saison, enfin, il y a forcément un moment où ça va pas se passer exactement comme on a prévu que ça se passerait. Bah, comment on fait, que ce soit à l'avance, après, est-ce que vous avez des bonnes pratiques, des rituels un peu pour être sûr que vous allez aborder cette période quand même qui va être très très énergivore dans de bonnes conditions? Alors, énergivore, oui et non, parce que si on a bien préparé, ça reste quand même beaucoup moins énergivore. Je vous disais tout à l'heure les mails qui sont anticipés, un channel manager, tout ça, ça nous demande moins d'énergie et moins de stress. Après, il y a toujours du stress quand on fait de la location courte durée. Je vous disais tout à l'heure qu'on avait acheté une maison vraiment dédiée à ça. Ça veut dire qu'il y a des prêts qui tombent. Donc, le chiffre d'affaires aussi peut être un moment de stress. Donc, comment on rebondit, comment on peut voir les saisons. Je vous disais tout à l'heure que les saisons, il n'y en a pas une qui se ressemble. Il y a 2 ans, on avait eu des réservations anticipées. L'année dernière, pour une raison X ou Y, les réservations ont été vraiment qu'au dernier moment. Donc, les réservations n'avaient pas commencé quasiment avant le mois d'avril pour une saison qui commence mi-avril pour nous, puisque c'est l'ouverture du Puy du Fou. Donc là, on se dit, oh là là, mais il y a du stress, comment on va faire, comment... Et puis cette année, on a déjà des réservations pour l'été 2025. Là, on est au mois d'octobre. Donc on est à 8 mois, voire 9 mois avant. Donc vous voyez, il n'y a rien de linéaire. Et ça, faut en être conscient. Il n'y a pas une saison. On peut faire une super saison et une saison qui n'est pas bonne derrière. Donc ça, il faut l'anticiper et de se dire comment je vais faire si vraiment je fais une mauvaise saison. Période du Covid, là, c'est sûr que zéro location. Il faut qu'on ait toujours, en fait, une sortie de secours. On parlait tout à l'heure des personnes ressources. Il faut les avoir. Et la personne ressource, pour nous, c'est notre prestataire de ménage. Donc, ça veut dire aussi la relation qu'on a avec lui, elle doit être constructive et de confiance. Et il faut valoriser son travail. Et la valorisation de son travail aussi, ça passe aussi par le salaire. C'est-à-dire que il faut qu'il soit reconnu à sa juste valeur. Sinon, on n'est pas là pour faire un chiffre d'affaires coûte que coûte. Ça aussi, c'est quelque chose. Voilà, quand là dernièrement, on a eu effectivement des salariés qui sont restés 2 mois et quand on a récupéré le logis, ben voilà, c'est des salariés, ils n'avaient pas le temps. Il y a eu très peu de ménage en 2 mois. Donc là, c'est pas 1 heure qu'on a passé, on a passé pas loin de 10 heures de ménage. Donc c'est pas une prestation normale. Il faut qu'on le paye en fonction de la prestation qu'il a fait. Et ça, c'est important. Et c'est quelque chose qui n'est pas toujours fait non plus par les hébergeurs. Il faut être vigilant par rapport à ça aussi. On a des logiciels, on a des applications. Alors, on a l'application ou logiciel JD2M. Nous aussi, on l'a depuis le début et elle nous a été aussi conseillée par la personne qui nous a fait la formation
de location courte durée en disant que voilà, il faut déclarer, comment on déclare et qu'est-ce qui peut nous aider. Parce que franchement, moi, je ne suis pas du tout dans ce domaine-là. Je suis fonctionnaire. Donc, les déclarations, les factures, tout ça, c'est nouveau pour nous. Et donc, là, ce logiciel-là, il est hyper facile, il est intuitif. Je ne passe pas beaucoup de temps dessus. Tout est géré, tout part l'alias fiscal directement. Et ça, c'est royal, quoi. Là, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de temps perdu. Et ça, c'est facile à gérer. Alors, c'est vrai que alors pour remettre là ce dont vous venez de parler dans le contexte, vous parlez donc du logiciel que vous utilisez puisque vous avez choisi pour votre fiscalité de relever du régime réel d'imposition, donc ça vous impose de déclarer tout ce qui vont être vos charges et puis l'amortissement afin que ça vienne eh bien, en déduction de votre résultat fiscal. Et donc justement, en fait, cette liasse fiscale que vous venez de mentionner, c'est ce document que vous êtes censé donc envoyer chaque année à l'administration fiscale pour qu'ensuite elle puisse calculer votre imposition justement sur le bon chiffre, justement diminuer des charges et de l'amortissement. Donc les charges, justement, c'est eh bien, tout ce que vous pouvez engager dans le cadre de votre activité. L'amortissement, c'est la compensation de l'usure de votre bien, moins de sa part terrain au fil du temps. Et c'est presque une des dernières questions que je voulais vous poser, justement, mais vous y avez encore une fois répondu, ça devient presque une habitude. C'est aussi une question qu'on peut se poser du point de vue de la comptabilité, puisque c'est vrai que location de courte durée, ce n'est donc pas un loyer qui va tomber tous les mois, même si on a vu que ça pouvait arriver avec votre exemple, mais généralement, ça va quand même être des périodes plus courtes, donc des rentrées d'argent, voire parfois des sorties parce qu'il faut débourser des sommes ou simplement on décide de rembourser un locataire qui a dû annuler pour telle ou telle raison. Comment on gère bien sa comptabilité? Je suppose qu'un des bons conseils qu'on peut quand même donner et qui, à mon avis, se retrouvera chez un certain nombre de loueurs, même si c'est pas forcément le conseil qu'on veut entendre, c'est de la faire au fur et à mesure, je suppose. Si on attend la fin de la saison, si on attend la fin de l'année pour faire toute sa compta et qu'on s'est pas préparé à l'avance, je suppose que ça va être un peu compliqué ou pas nécessairement. Alors, concrètement, moi, je fais une comptabilité au mois, puisque c'est à ce moment-là qu'on reçoit aussi pour les plateformes ce qu'on a perçu, ce qu'on a. Donc, moi, ça me permet de voir un petit peu au mois, dire qu'est-ce qui est rentré, qu'est-ce qui est sorti pour les frais de plateforme et les frais de ménage, pour voir un petit peu où j'en suis. Et ça me permet aussi parfois de me dire, bah, allez, là, ça va pas. Ça me donne aussi de l'énergie pour booster sur Instagram, pour faire des posts en disant, voilà, venez réserver ou faire des promos, ou faire. Parce que ben là, on s'aperçoit quand même quelque part, c'est un peu un métier quand même d'être commercial. Et voilà, c'est des petites choses qui peuvent amener aussi des locataires. Après, pour remplir tout sur le logiciel, alors je suis peut-être pas une bonne élève parce que moi je le fais, là je vais le faire durant mes vacances de fin d'année et je fais tout d'un coup. Donc voilà, ça sera fait. Mais maintenant, comme j'ai bien préparé, j'ai sorti en fait, voilà, chaque mois je sors tout ce qui est rentré et les frais et les factures sont là, tout est classé par ordre chronologique, donc ça va relativement vite. Je passe pas énormément de temps sur le logiciel pour c'est les deux locations qui sont comme ça en réel sur JD2M. Je passe 1 heure et demie, 2 heures grand maximum par an. Effectivement, c'est raisonnable. Alors, à ceci près quand même que vous avez bien tout préparé à l'avance. C'est aussi pour ça que vous pouvez attendre peut-être un peu plus tard. Ça reste, je pense, mais non pas seulement dans le secteur de la comptabilité, mais parfois, généralement, surtout, je pense que les premières années, enfin, ou la première année quand on commence, voilà, c'est bien de mettre de côté quand même, enfin, de tenir sa comptabilité plus régulièrement. D'ailleurs, vous le faites vous-même tous les mois quand même, vous faites votre bilan. Et c'est justement, vous disiez, et c'est très intéressant de remarquer que faire son bilan tous les mois, ça vous donne un peu une tendance, ça peut vous motiver ou vous pousser un peu à entreprendre d'autres actions pour mettre en valeur le bien. Vous avez parlé de faire des promotions. Et ça, c'est effectivement une question centrale. C'est là, on fait un petit peu le débriefing d'une haute saison, mais vos biens sont mis en location finalement toute l'année.
comment on gère le prix finalement? Est-ce que vous faites varier le prix? Quand est-ce qu'on décide de faire des promotions? Quel type de promotion? Enfin, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu dans les grandes lignes, nous partager votre expérience là-dessus, justement pour des gens qui voudraient se lancer et qui ne sauraient pas quand finalement faire évoluer leur prix? Alors, déjà, je pense qu'il faut avoir une bonne connaissance de pourquoi les gens y viennent, qui vient, de connaître en fait la population cible en fait pour nos logements. On n'est pas sur les mêmes populations cibles. Ceux qui viennent, moi, sur des hébergements au Sable d'Olonne, c'est plutôt des vacances, c'est une semaine, c'est 15 jours, c'est voire même 3 semaines. Ici, au Puy du Fou, on est sur des locations de nuit. Parce que, voilà, on sait que ceux qui viennent pour le Puy du Fou, c'est 2 jours de parc plus la cinécénie, ça fait 3 jours. Et c'est la cinécénie, elle est les week-ends. Donc, ça veut dire que nous, le jeudi, vendredi, samedi, c'est des jours qui sont vraiment très demandés. Donc, ça veut dire que là, on peut se permettre d'avoir un prix plus important qu'en semaine. Et le fait justement moi, j'essaye d'attirer plus de gens sur la semaine. Donc là, pour nous, on a divisé le prix en fait par 2. On est à 50% sur les lundis, mardis, mercredis pour justement équilibrer ça. Alors, c'est quelque chose, on a repensé là. Et donc, quand même avec le site, on devrait avoir un peu plus de visibilité. On espère en fait qu'on va pouvoir remplir plus les débuts de semaine parce que les week-ends, globalement, ils sont pris. Donc, on n'a pas trop de soucis sur les week-ends, mais c'est sur les semaines. Les débuts de semaine, là, c'est plus compliqué. Donc, on essaye. On gère comme ça. Alors, ce n'est pas une promotion. On a mis d'emblée ce prix-là. On pourrait faire effectivement une promotion sur les plateformes en disant, ben voilà, lundi, mardi, mercredi, promotion 50% et laisser le même prix. J'avoue que là, je connais pas assez les plateformes pour pouvoir faire ça. Il va falloir que je me renseigne. Mais c'est une idée, effectivement, parce que je pense que pour le même prix, on attire plus en mettant, il y a 50% de réduction promotion exceptionnelle que de mettre un prix ferme qui est déjà à 50%. Après, voilà, il faut essayer de voir comment fonctionnent les gens et oui, les connaître. On sait qu'ils ont besoin, on a une population maintenant où tout doit être fait très rapidement. Donc, s'ils connaissent nos hébergements avec le site, on a réussi à faire le lien avec notre channel manager. Donc, ils ont notre planning en permanence qui est toujours à jour. Donc, ils savent si c'est libre ou pas. Ça nous évite aussi les messages alors que c'est déjà loué. Donc, on élimine des messages auxquels on sait qu'on ne pourra pas donner une réponse positive. Là où il va falloir qu'on fasse là aussi un effort, mais c'est notre objectif, il faut toujours des objectifs. Sur 2024-2025, c'est comment on peut payer directement sur le site. Pour l'instant, on n'a pas trouvé quelque chose qui nous intéresse vraiment pour payer directement, c'est-à-dire réserver et payer sur le site. Ça va venir. Pour l'instant, voilà, on est en stand-by. C'est à vous entendre, c'est une quête perpétuelle d'amélioration, hein, puisque depuis que finalement que vous avez commencé, vous interrogez sur comment recevoir au mieux vos locataires, faut-il prévoir des cadeaux d'arrivée, vous avez lancé un site, vous avez lancé Instagram. Finalement, c'est ça aussi la location de courte durée, c'est systématiquement se remettre en question ou de chercher comment on peut aller de l'avant, comment on peut faire mieux systématiquement. Enfin, je suppose, à vous entendre, c'est ce qui a l'air de transparaître, du moins. En tout cas, moi, c'est ce qui m'anime. C'est pour ça que je dis, il faut se poser la question de pourquoi on fait les choses. Si on fait les choses que pour avoir un apport financier, enfin gagner de l'argent, et c'est tout à fait OK, c'est pas le problème, mais on n'aura peut-être pas la même stratégie derrière. Alors là, on l'a quand même pour attirer des gens, mais je pense que ce qui m'anime et ce qui anime aussi mon mari, c'est vraiment on a envie de faire plaisir aux gens. Et quand on voit les commentaires qu'on a, c'est ce qui ressort. Alors on est content parce qu'on arrive à faire passer ce message-là, c'est que voilà, c'est le plaisir de recevoir les gens un petit peu, et c'est la citation qu'on pourrait mettre, c'est en fait les faire venir comme si on les recevait chez nous. Et comment on peut préparer, comme quand on prépare en fait une chambre pour quelqu'un qu'on reçoit, des amis, on a envie que tout soit parfait, que c'est ça en fait.
nous, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous amène toujours à aller de l'avant, à analyser. Et si on a un conseil en fait à donner pour ceux qui veulent faire du LMNP, c'est de prendre du plaisir. C'est pas qu'un rapport financier. Si on n'est que sur un rapport financier, on ne sera pas dans les mêmes stratégies, on n'a pas les mêmes relations. Voilà, c'est deux choses différentes. À la limite, on est presque entre la chambre d'hôte et même si on ne fait pas les petits déjeuners, mais on essaye au mieux d'accéder à la demande des locataires. Des fois, c'est des demandes. Voilà, on a eu des demandes en disant on arrive par avion à Nantes, on va louer une voiture, on va arriver tard. Alors, je n'ai pas de souci, vous avez un boîtier à clé. Oui, mais on n'a rien pour le petit déjeuner, on a des enfants avec nous, je ne peux pas emmener ça dans l'avion. Eh ben, la négociation a fait qu'elle m'a envoyé sa liste de courses. Je suis allée faire les courses dans la grande surface ici. Et tout était dans le frigo à leur arrivée. Et c'est ça aussi, c'est faire confiance. Le ticket de caisse, je l'ai mis sur la table. Et quand je suis revenue, le prestataire de ménage m'a dit, ben voilà, vous aviez de l'argent dans la maison avec le ticket de caisse et tout a été payé. Effectivement, la confiance n'a pas de prix et d'ailleurs, enfin, je vous propose que finalement cette dernière image que vous nous laissez, cette dernière histoire qu'on peut trouver belle ou du moins faire sourire, je vous propose finalement qu'on en fasse le mot de la fin parce que c'est ça de toute façon et ça c'est pas seulement la location de courte durée, c'est pas seulement la location meublée, c'est effectivement savoir faire confiance quand ça s'impose parce que généralement ça aide aussi à vivre eh bien sereinement son activité et à y prendre du plaisir. C'est ce que vous rappeliez il y a quelques instants et c'est certainement la principale chose finalement et peut-être certainement que le conseil le plus important qu'on peut donner à toute personne qui se destine eh bien, à faire de la location, meublée ou pas d'ailleurs, c'est quand même prendre du plaisir, même si on sait que la location de courte durée, eh bien justement de par ses caractéristiques, peut vous permettre quand même justement eh bien de rencontrer davantage de personnes, d'être confronté à davantage de situations. Merci beaucoup, José. C'était vraiment justement un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Je ne doute absolument pas que toutes vos réponses, vraiment que tous vos conseils vont aider énormément de loueurs. Je pense que effectivement, puisque vous apportez des réponses à des questions que beaucoup se posent finalement avant de commencer une activité. Peut-être que justement l'absence de réponse à ces questions, eh bien, sont un frein au fait de se lancer dans l'aventure. Et je pense qu'il n'y a nul doute que en vous ayant écouté, beaucoup auront eu l'envie ou un regain d'envie de se lancer dans cette activité. Donc je vous remercie beaucoup de nous avoir rejoints. Et qui sait, peut-être, là, on a débriefé une saison de location saisonnière. Vous nous avez parlé de beaucoup de projets eh bien, qui étaient en train de se concrétiser, un site internet qui est lancé, Instagram qui est lancé, une volonté de proposer une tarification directement sur votre site. Peut-être que ce sera l'occasion, d'ici quelques temps, eh bien, justement, de voir quel a été l'impact de tout cela, eh bien, de faire de la publicité sur Instagram, d'avoir lancé votre site, mais ce sera certainement eh bien, un thème pour la fois suivante. Donc, merci à nouveau, José. C'était un plaisir de vous avoir avec nous sur ce podcast. Merci beaucoup, plaisir partagé. Si vous avez aimé notre podcast, faites-le nous savoir et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, à nous suivre sur les réseaux sociaux ou encore à nous contacter directement par téléphone ou par mail à l'adresse contact@jedéclaremonmeublé.com.